Salut, c'est le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, avec les spectacles et avec le lifestyle. On va vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, Ote Walisz. C'est un publicitaire, un graphiste, un illustrateur. Il est né en ex-République tchèque, il a étudié à Vienne et il a monté la première agence de publicité en Palestine mandataire dans les années 30. Son univers visuel, vous le verrez, est très inspiré des constructivistes russes et même un petit peu des lignes fascistes italiennes, mais c'était le style de l'époque. Au sommaire, également le premier volet d'une série de reportages que le Culture Mag a fait à Gibraltar, mère patrie du créateur John Galliano. Gibraltar est également le nouvel Eldorado du vivre ensemble. Sur le rocher, la convivienza entre juifs, musulmans et chrétiens est plus que d'actualité en 2015. Et puis nous partirons en Ouganda. À quelques mois de la visite papale, une chaîne de télévision privée a mis en place un journal d'info à destination de la jeunesse, un journal en rap, politique intérieure, internationale, tout est dit en mode hip-hop. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Alors, direction maintenant l'enclave de Gibraltar, un point stratégique qui contrôle le passage vers la Méditerranée. Ce rocher qui a vu naître, entre autres, John Galliano, abrite depuis 4 éditions un festival de musique qui fait écho à la convivienza, au vivre ensemble. Ici, là-bas, juifs, musulmans, chrétiens, tout comme marocains, espagnols, français ou israéliens viennent chanter en paix. Nos reporters y ont été Daniel Campos, David Gombin et David Yakin. Bienvenue à Gibraltar, entre Maroc et Espagne. Saviez-vous que sous cet imposant roc se trouvent plus de 150 cavités secrètes et enchantées? La plus large d'entre elles, la grotte Saint-Michael. Ce soir, elle est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir le festival de musique du monde de Gibraltar. Vous allez assister à 2 concerts. L'un d'entre eux est Convivenza. Il a été conçu à Gibraltar avec des artistes d'un peu partout et son concept a été développé par Françoise Atlan, notre directrice artistique ce soir. Françoise Atlan compte parmi ceux et celles qui ont contribué à la renaissance de la musique arabo-andalouse. Avec un père berbère marocain et une mère professeure de piano et chanteuse classique, Françoise Atlan grandit entre 2 cultures. Hésitante à s'engager dans une carrière de chanteuse classique, elle décide de partir à la recherche de ses racines au Maroc. Et si j'allais voir ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire là où j'étais jamais allée finalement, au Maghreb. Et du coup, j'étais invitée à chanter au festival de Fès une fois, et je me suis rendu compte que les musiciens de Fès, ils chantaient absolument de la même manière que mon père à la synagogue. Récipiendaire du prix Médicis hors les murs, elle se donne pour mission de sauvegarder le patrimoine musical arabo-andalou, un patrimoine essentiellement oral. Quelques années plus tard, elle prend la direction artistique du festival Andalousie Atlantique d'Essaouira. Aujourd'hui, le festival de Gibraltar s'inspire largement de son grand frère marocain. Il s'est passé quelque chose à Essaouira en fait. Et moi, ce que j'ai eu envie de dire, c'est que Gibraltar finalement, c'est un peu une continuité d'Essaouira. C'est un peu l'esprit d'Essaouira aussi, que j'ai moi voulu ramener ici. Israéliens, Marocains, Tunisiens, Espagnols. À Gibraltar, le vivre ensemble est palpable. Mais cette entente a été le fruit d'une longue préparation. On a travaillé, j'ai essayé de trouver, on s'est accordé sur les tonalités par mail, par Skype, par WhatsApp, par audio, enfin voilà, quand on est aux 4 coins du monde pour travailler. Et finalement, après, il y a la rencontre. Et finalement, dans le premier morceau, qui était prévu pour être joué uniquement par Jazz Oil, et ben à un moment, Hamid Cohen s'est levé, il s'est mis au piano, et voilà, et après Elad. Et c'était magnifique, c'est-à-dire que la convivencia, elle a commencé toute seule. Point d'orgue du festival Tzur Michelot, ce chant liturgique interprété par des musiciens juifs, musulmans et chrétiens avec une touche gitane. Le festival des musiques de Gibraltar, outre les représentations, ces quelques jours passés ensemble favorisent l'échange et la création. Ces 2 jours de répétition sont là justement pour voir comment est-ce qu'on fait pour préserver ce patrimoine, puisque toutes les mélodies, vous allez écouter ça, on a des mélodies anciennes, des mélodies de Rarnati, des mélodies judéo-arabes qui sont là et il y a toujours, même si par exemple Qaïs, le pianiste tunisien, est dans des accords très jazz, à un moment, il se met à rejouer un thème de Malouf. Entre conservation et création, la programmation est à l'image du rocher qui l'accueille. Histoire et avenir sont intimement liés.
Je crois que c'est avec cette jeune génération qui a compris que les racines c'est très important, mais les racines, il y a les racines et puis il y a l'arbre qui donne des feuilles et des branches nouvelles. Si les dernières notes s'estompent déjà dans la grotte Saint-Michael, pour les festivaliers et les artistes, l'esprit de Convivencia Made in Gibraltar résonnera longtemps encore. À suivre, un focus sur un designer des années 30, Ote Wallish. Et puis sur une nouvelle façon de présenter le journal en mode rap. Mais pour l'heure, c'est l'expo du jour, c'est le Highlight. Il est signé Daniel Campos avec Sandy Fortis. Vivre l'expérience du bouillonnement artistique argentin, c'est ce que nous proposent Paula Eisenberg et Albertine de Galbert dans la galerie La Maison Rouge à Paris. Avec My Buenos Aires, les deux curatrices souhaitent inviter le public dans un univers très particulier. Peinture, sculpture, installation, vidéo ou photo, les œuvres d'une soixantaine d'artistes argentins sont réunies pour créer cette ambiance, cette sensation, cette énergie irrésistible, palpable à tous les coins de rue de la capitale argentine, qu'ils soient connus comme Guillermo Cuitca ou Léon Ferrari, ou jeunes et encore à découvrir, les artistes invitent le public à s'engouffrer dans le mystère de Buenos Aires sans pourtant tenter de le résoudre. Après Winnipeg en 2011 et Johannesburg en 2013, Buenos Aires a décrypté à la Maison Rouge. Comment présenter correctement un journal télévisé? Comment intéresser les téléspectateurs? Comment les conquérir? Comment les garder? C'est la question que nous ne nous posons pas, puisque vous êtes là par définition. En revanche, en Ouganda, eh bien, une chaîne privée est en train de tester une idée plutôt originale pour attirer les jeunes, pour leur donner l'info comme ils aiment, en mode hip-hop. Le JT et rappé, c'est un sujet d'Ariane Hassan. Ils se font appeler les rapporteurs. Ces artistes de hip-hop ougandais proposent un JT en rythme. Une manière décalée de présenter les informations qui peut paraître étrange. Mais dans un pays où la presse subit des pressions et de la censure et où les jeunes ne s'intéressent que très peu à l'actualité, ce nouveau programme télévisé est un vrai succès. Nous sommes déjà des rappeurs et nous voulions faire passer à travers notre musique un message, éduquer les gens, les intéresser à la politique. Et comme nous sommes rappeurs, nous avons décidé de faire un JT rappé. Le programme Newsbeat est diffusé en anglais et en luganda, l'une des langues du pays, sur une nouvelle chaîne privée. Les épisodes durent 5 minutes et traitent d'informations régionales, nationales et internationales. La situation en Ukraine, le virus Ebola ou encore les lois anti-pornographie en Ouganda, aucun sujet n'est tabou. Ce programme a incité les jeunes à regarder les informations grâce au rythme du rap. Ils sont captivés et en plus, ils sont éduqués. Des militants ougandais dénoncent de nombreuses entraves à la liberté de la presse. En octobre dernier, un journaliste a été condamné à une peine de prison ferme ou à payer des dommages et intérêts pour avoir accusé de corruption un haut fonctionnaire. Un cas loin d'être isolé, mais bien que Newsbeat aborde des thèmes sensibles, le programme pour le moment a échappé à la censure. La différence entre Newsbeat et d'autres programmes d'information est qu'ils parlent de problématiques différentes, dont les autres télévisions ne parlent pas. Les téléspectateurs apprécient et découvrent à chaque fois de nouvelles choses. Forts de leur popularité, les journalistes rappeurs de Newsbeat espèrent pouvoir recruter de nouveaux talents dans le futur et pourquoi pas s'exporter dans d'autres pays d'Afrique.
Un focus maintenant sur un designer, un graphiste très important que son pays est en train de redécouvrir. Il s'appelle Otto Wallis. Il est né en 1907 dans ce qui est convenu d'appeler l'ex-République tchèque. Et nous sommes très contents d'être avec la curatrice de cette exposition qui a lieu en Israël, au Tel Aviv Museum, jusque mi-septembre. Bonjour Emmanuela Coté. Merci d'être là. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, cet Otto Wallis, pour que votre pays, Israël, ait envie de le remettre au goût du jour? Tout d'abord, c'était un des plus grands graphistes publicitaires. Il avait en quelque sorte pour mission de présenter le point de vue sioniste, les symboles. Vous savez, ses travaux précédents, ceux qu'il avait réalisés en Tchécoslovaquie dans une boutique qu'il avait ouverte étant très jeune, avant d'immigrer en Israël. Voilà quelqu'un qui naît dans l'ex-République tchèque, qui décide ou qui fait une sorte d'alia dans les années 30, qui arrive donc en Israël et qui monte, en Palestine à l'époque, et qui monte la première agence de publicité de Palestine. C'était en 1934. Yes, he arrives to Israel in... Oui, il est arrivé en Israël en 1934 et il ouvre alors un studio, ou plutôt un atelier à Tel Aviv. C'est là qu'il expose ses posters, sa propagande, tous ses travaux liés aux institutions sionistes. Alors, on sent chez Otto Wallis les mêmes influences que les influences russes, le constructivisme, enfin toute la ligne de Malevich des années 20-30 en Russie. Comment il a absorbé ces influences-là pour en faire des visuels, on va dire des visuels sionistes et qui allaient dans le sens de l'histoire du pays? Je pense qu'il y a deux raisons principales pour expliquer ça. Tout d'abord, il est originaire de Tchécoslovaquie, donc il y tire certaines de ses influences. Il faut dire qu'il a étudié à Vienne, hein. Il a fait ses études d'art graphique à Vienne. Yes, voilà. yes. Enfin, il vient, effectivement, il a des influences. Yes, but he even starts working. Oui, mais il a commencé à créer des œuvres bien avant d'étudier à Vienne. Évidemment, il y a vécu, donc ça l'a inspiré. Puis il a aussi été influencé par l'art russe et l'art italien fasciste. Oui, c'est très fasciste. Mais en quoi ça concordait avec les nouvelles valeurs du pays, d'Israël, les valeurs sionistes? À l'époque, en Israël, il n'était pas le seul à utiliser ce style. On voyait beaucoup de choses dans le genre. C'était le début du sionisme, c'était leur langage. Otto Wallis donc arrive dans les années 30 en Palestine. Ensuite, il y a la constitution, l'établissement de l'État hébreu en 1948. Qu'est-ce qu'a fait Otto Wallis à ce moment-là en tant que graphiste, en tant que designer? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Il a poursuivi son travail pour toutes ces institutions qui existaient avant 1948. Après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, elles ont toutes continué d'exister. Enfin, je voulais que vous nous disiez qu'il avait fait le premier timbre de la poste israélienne, peut-être. Oui, il a aussi fait de nombreux travaux officiels pour ces institutions, des timbres, mais aussi des pièces de monnaie. C'est lui qui a fait le premier timbre de la première poste israélienne. Il a fait le timbre de la déclaration d'indépendance aussi. Il a aussi préparé la salle où l'indépendance de l'État d'Israël a été déclarée. C'est lui qui l'a installée. C'était dans le musée de Tel Aviv de l'époque, situé sur le boulevard Rothschild. Et c'est aussi lui qui a créé le parchemin sur lequel la déclaration d'indépendance a été écrite. Alors, mais ça sera ma dernière question. Pourquoi, Emmanuel Coté, pourquoi Israël a décidé maintenant de faire une rétrospective sur cet artiste? Parce qu'on voit comme ce sont des valeurs, ce sont des visuels très, très fascistes quand même. Et ça ne va pas trop avec l'identité sioniste israélienne. Donc, pourquoi cette expo? Je pense qu'aujourd'hui encore, le sujet attire l'attention. Beaucoup de jeunes aiment venir découvrir ces travaux, les designers aussi. C'est très pertinent pour comprendre notre histoire en général, mais aussi notre histoire en graphisme. Et je pense que la bonne question est plutôt
Pourquoi ça n'avait pas été fait avant? Vous savez, au musée de Tel Aviv, nous avons une grande quantité de ces posters. Nous pensons que c'est un personnage très important. Nous avons obtenu la collection de son fils en 1988. Son fils a d'ailleurs encore de nombreux autres de ces posters. Il suscite encore beaucoup l'intérêt des gens. Il a fait l'objet de plusieurs expositions. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, peut-être que je me trompe, c'est que rien ne parle de la guerre, des guerres que vivait le pays à partir de bien avant, même avant la constitution de l'État. Il n'y a pas d'iconographie sur la guerre. Certains de ces posters sont liés à ce sujet, mais aussi à la politique ou à d'autres sujets comme la Shoah, les implantations, et aussi un peu la Seconde Guerre mondiale, plus que les guerres en Israël. Merci beaucoup. J'invite donc, je ne sais pas, les touristes, les habitants, ceux qui passeraient en Israël, à Tel Aviv, jusqu'au mois de septembre, à aller au Tel Aviv Museum, découvrir cette Otto Wallich. Merci beaucoup, Emmanuela. Merci. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. Juste après ce Culture Mag, vous retrouvez le journal d'information sur i24 News. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal consacré aux arts, au spectacle et au lifestyle. Merci beaucoup.